Bonsoir à tous et bienvenue pour votre débat citoyen hebdomadaire. Alors que le Canada légalise la production de cannabis et la consommation de cannabis, aujourd'hui, le mercredi 17 octobre, eh bien, que plusieurs pays aussi et États américains desserrent l'étau. Qu'en est-il en France, pays d'Europe où l'on fume le plus, 700 000 usagers quotidiens, malgré une législation parmi les plus sévères en Europe? Eh bien, une brèche pourrait peut-être s'ouvrir avec la légalisation du cannabis thérapeutique. La Creuse se positionne d'ailleurs comme territoire expérimental sur ce sujet. Alors, faut-il légaliser le cannabis thérapeutique et ou le cannabis récréatif? C'est un débat qui n'est certes pas nouveau, mais qui est toujours sensible et dont on s'empare Disputandoum ce soir. Je suis ravie pour en parler d'accueillir tous mes invités. 5 personnes autour de la table avec Jean-Baptiste Bournaveau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes utilisateur de cannabis thérapeutique pour vous soigner. Merci d'être ici avec nous ce soir. Professeur Franck Saint-Marcoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable toxicologie biologique et médico-légale au CHU de Limoges. Bonsoir Nathan Monchozou, vous êtes étudiant à l'Université de Limoges et vous êtes militant France Insoumise. Merci. Éric Maroc, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous, secrétaire régional pour la Nouvelle-Aquitaine du syndicat Alliance Police Nationale. C'est ça. Éric Correia, bonsoir. Alors vous êtes président de l'agglomération du Grand Guéret, vous portez le projet expérimental de cannabis thérapeutique en Creuse et vous êtes également infirmier. Alors cette émission, c'est un débat auquel vous pouvez bien sûr participer, vous, derrière vos écrans, derrière vos télés ou votre ordinateur, via les pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin, France 3 Aquitaine ou via Twitter avec le hashtag Noah. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à poser des questions également. Jean-Baptiste Bournaveau. Alors vous êtes, je le disais, utilisateur de cannabis thérapeutique. Tout à fait. Vous souffrez de polychondrique atrophiante. C'est une polychondrique atrophiante, c'est une pathologie auto-immune qui touche les cartilages et toutes les cellules et les organes du corps et puis de multiples vascularites différentes. Avec des douleurs chroniques. Avec des douleurs Comment est-ce que vous vous soignez aujourd'hui? Donc alors aujourd'hui, je me soignais de façon classique, c'est-à-dire médicaments habituels entre guillemets, Et depuis quelques temps, moi je m'étais renseigné donc sur le cannabis thérapeutique, c'est-à-dire le CBD, mais également le CBG, également d'autres. On expliquera les différentes substances qui font partie du cannabis. Sauf du THC, je tiens bien à le préciser. Et grâce à cela, donc, il y a beaucoup de médicaments que j'ai supprimés et d'autres qui en voie d'extinction. Alors, on reviendra tout à l'heure avec vous sur votre façon effectivement de vous soigner. Pourquoi vous avez accepté de témoigner ce soir? Parce qu'il y a eu des effets qui ont été extraordinaires et que c'est scientifiquement démontré depuis une multitude d'années que le cannabis a des vertus médicales vraiment exceptionnelles. Alors, on en reparlera de ces vertus supposées ou avérées, mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de Français, en tout cas, se cachent pour pouvoir prendre leurs médicaments à base de cannabis pour se soigner ou soulager leurs douleurs. Le cannabis thérapeutique est toujours très peu, voire pas du tout accessible en France. L'une de nos équipes a pu recueillir le témoignage d'un Creusois qui soulage ses douleurs aussi, comme vous, grâce au cannabis. Il a souhaité nous expliquer son choix à visage caché. Nicolas Chigot et Éric Boutin l'ont rencontré, c'était en mars dernier. Regardez. Ce geste, ce consommateur de cannabis thérapeutique l'exécute entre 6 et 10 fois par jour en fonction de la douleur. Suite à un accident du travail, ses vertèbres sont très endommagées. Un traitement médical classique était censé le soulager, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Ces effets secondaires, c'est beaucoup de nausées, aucune envie de travailler, un légume, limite un légume, vraiment pas d'énergie. La solution pour ne plus souffrir, le cannabis. Ce consommateur cultive lui-même une variété riche en CBD. Contrairement au THC, l'autre molécule présente dans le cannabis, elle n'a pas d'effet psychotrope, autrement dit, elle ne défonce pas. Par contre, elle aurait des vertus prometteuses qui commencent à être reconnues. Le cannabis thérapeutique, donc, c'est la molécule qu'on recherche, donc le CBD qui est très fort, qui est un décontractant et un antidouleur, donc ne m'enlève pas toute la douleur. J'ai toujours une petite douleur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, mais je suis décontracté, donc tous les muscles, tous les nerfs sont décontractés, donc je peux continuer à faire ma journée, à travailler, à faire les choses. La culture et l'utilisation sont toutefois totalement illégales. Il y a toujours ce peu de THC qu'il faudrait pouvoir enlever et avoir des plantes qui soient que du CBD.
Et après, l'extraire, voilà, il y a les moyens, il y a les façons, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, sauf que voilà, ça reste toujours dans l'illégalité, c'est ce qui est complètement aberrant par rapport aux maladies que ça peut soigner et aux maux que ça peut enlever, quoi. Totalement favorable à la culture de cannabis thérapeutique en Creuse, cet utilisateur attend maintenant que les politiques fassent avancer le dossier pour en finir avec l'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Alors, témoignage intéressant, j'imagine que vous êtes plusieurs à vouloir réagir. Jean-Baptiste Bournavo, déjà une réaction par rapport à ce témoignage? Donc, je trouve que c'est quand même dommage que cette personne, mais comme une multitude de personnes, soit obligée de se cacher de façon clandestine. Pourquoi? Certainement, peut-être parce que par simplement manque de moyens pour le commander à l'étranger, car ça coûte extrêmement cher de commander à l'étranger. Donc, pourquoi ne pas mettre en place, au moins au départ sur une microstructure, pour voir comment cela pourra évoluer par la suite. Alors, on en reparlera, on va développer évidemment tout ça. Professeur Saint-Marcoux, je vous voyais prendre des petites notes déjà en regardant ce reportage. Déjà, on a entendu dans le reportage, le cannabis thérapeutique ne défonce pas. C'est vrai? Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est de ne pas faire l'amalgame entre ce cannabis qu'on appelle thérapeutique, que je préférerais qu'on puisse appeler soit du cannabis tout court, soit du cannabis utilisé à des fins d'autothérapie, comme monsieur, soit du cannabis thérapeutique, comme il est fait mention dans ce reportage, chargé en CBD. Alors, ce CBD dont on a parlé... Alors, le CBD, qu'est-ce que c'est? Voilà. Quelles sont ces différentes substances qu'on trouve dans le cannabis? Le cannabis, tel qu'on le connaît depuis quasiment toujours, est une plante qui contient des cannabinoïdes. Parmi ces cannabinoïdes, il y a le THC. Je pense que tout un chacun a déjà entendu ce nom du THC. Ce THC, c'est le psychotrope, c'est la substance qui a ses propriétés qui fait planer, voilà, euphorisantes, qui désinhibantes, qui peut être consommé dans un usage récréatif pour de la défonce, comme vous le dites. C'est ce THC. Et il y a aussi dans la plante le CBD, le fameux CBD, le cannabidiol. Ce cannabidiol, aujourd'hui, il est soumis à l'étude et effectivement, fort de l'expérience de certains pays, fort de l'usage... À l'étude depuis plus d'une cinquantaine d'années, dans de nombreux pays qui... Et donc, donc il y avait une raison, c'est qu'il y a vraiment des résultats autrement. Alors on va y revenir bien sur sûr. les résultats effectivement mon propos n'est pas de dire que la substance ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la situation est la suivante. On a une législation, sans interférer avec l'émission de monsieur, qui est que toute substance cannabis, telle qu'elle soit, est interdite. Sa manipulation, sa production, sa consommation, et tout produit contenu dans le cannabis est classé de la même façon, que l'on parle du THC, qui est historiquement connu, ou le CBD. Pour résumer, d'ailleurs, on a une question sur Facebook qui est affichée. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Le CBD aide pour les douleurs et le THC sert à se défoncer? Non. C'est trop simple, c'est simplifié. Le THC est aussi antalgique. Oui. Le THC est antalgique. Et pour parler de l'usage à des fins d'autothérapie par le cannabis, avant l'usage de cannabis, j'ai envie de dire déchargé en THC et riche en CBD, dont je peux revenir un peu plus longuement sur les effets psychotropes ou non, les gens ont utilisé du cannabis à des fins antalgiques. Le cannabis a des propriétés antalgiques au-delà de ses propriétés euphorisantes et de défonce, comme vous le disiez. Éric Correia, vous êtes, pour le développement du cannabis thérapeutique. Sur le plan de la santé, on reviendra après sur les débouchés potentiels pour la Creuse. Oui, absolument. Ça fait plus de 25 ans que je suis infirmier anesthésiste, donc où je manipule un certain nombre de produits issus même de dérivés de l'opium. On utilise effectivement pas mal de morphine en anesthésie pour calmer les douleurs. Et heureusement que nous avons ces produits-là. Mais également, j'ai eu la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, style de sclérose en plaques ou des fibromyalgies ou des accidentés du travail, comme on a pu voir tout à l'heure. Et au fur et à mesure de l'avancée du métier et effectivement du recul, j'ai eu des patients qui utilisaient le cannabis à des fins thérapeutiques. Donc forcément, on s'intéresse à ce qui se passe. Pourquoi? On cherche des publications. Il existe des publications internationales, plus effectivement en langue américaine, voire en Israël, pas beaucoup en France, mais on trouve et on se rend compte qu'au bout du compte, cette molécule qui existe depuis 5000 ans quand même, utilisée par les Chinois, puis après par les Indiens, c'est pour ça qu'on appelle aussi le cannabis à des fins thérapeutiques le chanvre indien, qui est utilisé et qui a des effets. Donc aujourd'hui, ces effets-là, sur un certain nombre de pathologies qui sont reconnues même au niveau international, n'est plus à démontrer. C'est
efficace. Donc la question qui se pose pour nous aujourd'hui en France, c'est non pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver. Et c'est nécessaire pour les patients. Aujourd'hui, on estime plus de 300 000 patients qui ont besoin du cannabis à des fins thérapeutiques aujourd'hui en France. La problématique, c'est quand ça va arriver, et nous aimerions bien que ça arrive un peu plus vite que ça, parce que les patients, nous en avons marre qu'ils soient dans l'illégalité pour pouvoir se soigner. Justement, Jean-Baptiste Bournavo, comment est-ce que vous vous procurez vos médicaments? Je crois que vous les commandez sur Internet. Moi, je le commande sur Internet, soit aux Pays-Bas ou en Espagne, mais de façon totalement légale. Et donc, je le commande, et puis une fois que je l'ai reçu, je l'utilise, sachant de quelle façon vous l'utilisez d'ailleurs? Je l'utilise en huile. Donc, si vous voulez, ce sont des petites fioles que j'utilise soit par voie orale, donc sur un sucre, comme on l'a vu sur les images, par exemple. Après, vous pouvez le prendre différemment également. C'est pas forcément sur un sucre. Et également, je m'en sers comme huile essentielle, notamment pour tout ce qui est vascularite cutanée. Et on s'est aperçu que, notamment avec mon professeur qui me suit à l'hôpital, au CHU de Limoges, que quand j'ai mes crises, de l'huile avec du CBD et du CBG, du cannabigérol, donc à 3 fois plus d'efficacité qu'une crème corticoïde comme on a l'habitude. Donc pourquoi quoi? Et du coup, le professeur qui vous suit, en revanche, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc il peut pas me prescrire, bien évidemment, parce que c'est pas marqué dans le Vidal, mais par contre, étant donné que ça me soulage et puis que lui il a vu une grande amélioration, il me dit je vous incite, si vous le supportez, si vous voyez des améliorations, continuez quoi. Comme ça m'évite, étant donné qu'on a un professeur en pharmacologie juste en face, auparavant je prenais beaucoup d'oxycodone, donc ce qui est encore bien plus puissant que la morphine. Par contre, ça c'est un stupéfiant, c'est de la drogue dure, mais par contre que l'on peut prescrire et que je peux consommer et sans aucune difficulté, et puis même conduire ou faire des tâches si j'en ai envie, alors que c'est un stupéfiant quoi. Donc professeur, qu'est-ce que vous pensez justement du témoignage de... Alors, une fois encore, je suis toujours à l'écoute et toujours d'accord avec l'efficacité de la molécule. Et comme vous le disiez, depuis 5000 ans, tout le monde sait que le cannabis est antalgique. Le problème, c'est que, comme pour tout le monde, il y a une face sombre à la molécule. Et c'est la face sombre qui a motivé son inscription sur la liste des stupéfiants depuis fort longtemps. Et depuis les années 30, donc... Bien sûr. Voilà. Et puis on sait pourquoi les propriétés les propriétés n'ont pas disparu tout à fait, pour autant. Les teneurs en THC ont même été en augmentant. L'herbe qui était fumée dans les années 60, ce n'est pas les produits qui sont consommés aujourd'hui. Ceci pour dire que si le cannabis n'avait que des vertus antalgiques, on ne serait pas là en train de discuter, et puis il n'y aurait pas des débats incessants dans de nombreux pays. La molécule est une molécule qui a des effets psychotropes qui dépassent ceux de l'antalgie. C'est ça la problématique. Éric Correa. Juste rappeler effectivement des débats incessants dans certains pays. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont plus de débat parce qu'ils sont passés à l'acte et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 22 pays européens qui autorisent le cannabis thérapeutique sur 25. Donc les débats, il y en a de moins en moins. Après, le par cannabis rapport thérapeutique, je parle que de celui-là, c'est le sens de ma demande sur le cannabis à des fins thérapeutiques. Juste on parlera du cannabis récréatif, mais plus tard. Tout à fait, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, mais quand on parle d'une substance psychotrope telle que le THC, certes, elle l'est, mais aujourd'hui, une substance psychotrope telle que le THC, maîtrisée dans le cadre d'un médicament, ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez au coin de la rue. Donc je crois qu'il faut effectivement, à un moment donné, un médicament, ça obéit à des règles, donc il y a des parcours, il y a l'ANSM qui est contrôlé, il y a des parcours très ciblés par rapport à tout ça, de préciser qu'on n'a pas trouvé non plus la molécule miracle, il ne faut pas faire rêver les gens où d'un seul coup on va les soigner, ça c'est très important. Par contre, nous estimons que c'est une molécule aujourd'hui dont on a besoin dans la pharmacopée et nous avons un recul. Prenons la Suisse, l'exemple de la Suisse, 3 ou 4 ans, ils l'utilisent sur un certain nombre de pathologies, c'est ciblé, c'est cadré, c'est prescrit par des professeurs de médecine ou des médecins, c'est réglementé. Et quand on parle de l'oxycontin tout à l'heure, aujourd'hui, qui sont des dérivés de l'opium, aujourd'hui, ces médicaments-là font 150 morts par jour aux États-Unis. Donc arrêtons de diaboliser une molécule. Arrêtons. Et Éric, on reviendra sur les différents regards aussi des professionnels de la santé par rapport au cannabis et aux vertus du cannabis. J'ai envie de demander quand même, pour qu'on comprenne bien aujourd'hui ce qui est légal ou pas dans notre pays. Éric Maroc, est-ce que M. Bournavo est-il hors la loi aujourd'hui ou pas quand il commande des produits issus du cannabis et qui se soigne avec, qui les consomme? Dès lors que c'est encadré par un protocole médical, que les produits pas inscrits ou référencés comme étant des produits stupéfiants. Étant donné qu'ils ont moins de 0,2% de THC.
Tout à fait. Donc vous n'êtes pas dans l'illégalité. Non, non, tout à fait. Mais sur le Pas dans l'illégalité au niveau Non, c'est européen. pas de l'illégalité. sur le protocole. non, c'est Par pas contre, de le produit stupéfiant lui-même, effectivement, vous pourriez être condamné. Alors, professeur, je vous voyais secouer un petit peu la tête. C'est pas clair. Il y a eu Non, beaucoup non, de non, confusion c'est pas là-dessus. clair, non. Ce qui n'est pas clair, effectivement, c'est cette histoire de 0,2% de THC. Donc, une fois encore, hein, le THC, c'est la molécule historique psychotrope, celle qui défonce, comme vous le disiez. Hein, je répète vos propos, c'est pas un mot très élégant, mais tout le monde le comprend. Mais je ne suis pas forcément très élégante toujours, mais au moins tout le monde comprend. Et, Je rappelle que donc, l'alcool a aussi des propriétés psychotropes et qui défoncent. Et qu'il a- C'est qu'il en a- vente libre. et qu'il Alors, l'alcool a plus est-ce que c'est une raison donc- d'ailleurs pour... ce THC et tous les cannabinoïdes, une fois encore, tous les cannabinoïdes, la manipulation, la détention, la production de plantes à base de cannabinoïdes est interdite. Aujourd'hui, tous autant qu'ils sont. Il y a eu, allez, je ne sais pas si le terme est exact, mais un espèce de vide juridique avec la fameuse histoire des 0,2%. Celle qui a fait que dans les mois qui viennent de s'écouler, les coffee shops se sont ouverts, les gens faisant la promotion de sel de bain au CBD, de savon au CBD, de ce que vous voulez En au revanche, ce qui est CBD. interdit, je crois, c'est qu'il ne faut pas vanter les vertus Voilà. thérapeutiques des produits au Vanter CBD. les vertus thérapeutiques du CBD est interdit. Et aujourd'hui, Vente vous des avez fleurs. tous vu ces images au mois de juillet ou au mois d'août où on a vu ces responsables de coffee shop être arrêtés parce qu'ils faisaient la vente de produits de CBD, puisqu'effectivement, à un moment, on a vu cet effet de masse arriver. Il faut encore, tout est toujours dû aux amalgames, en fait. Tout à fait, ouais. Faire l'amalgame entre le cannabis, avec le cannabis qui contiendrait uniquement du CBD et qui est aujourd'hui quelque chose qui est à l'étude. L'ANSM, l'Agence française du médicament, aujourd'hui n'est pas totalement sourde et n'est pas totalement aveugle. Oui, ils dire ça dessus. Et Madame Buzyn a été à l'origine de ça, mais ce n'est pas la première là-dessus, relancer le débat pour qu'il y ait un comité scientifique d'experts pour étudier. Alors experts, mais pas que, experts qui sont là aussi avec des associations, avec des patients, pour essayer de faire un état des lieux objectif de la molécule. Juste peut-être pour compléter, effectivement, aujourd'hui, ça reste pas clair en France. Sur les 0,2% de THC, effectivement, il y a eu un rapport de la Midelcas, qui est une mission interministérielle qui a conduit à la fermeture des magasins que l'on a pu voir à Paris, mais également à Bordeaux ou ailleurs. Ça n'a pas de valeur juridique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des avocats contestent ça au niveau du droit européen, parce que le droit européen tolère les 0,2%, y compris dans le produit fini. Et c'est là où il y a une problématique d'interprétation entre la législation française et européenne. En France, les 0,2% sont dans le produit brut, mais ça doit être des traces dans le produit fini. Alors, qu'est-ce que des traces de THC? Alors qu'en Europe, on tolère jusqu'à 0,2% de THC dans le produit fini. Mais il faut savoir que hier, l'actualité juridique, il y a eu des fermetures de magasins à Bordeaux. Hier, les magasins ont rouvert suite à une décision du tribunal. On sent que c'est tout D'accord. en Donc, mouvement, en tout cas. Nous sommes dans une législation effectivement mouvante qui, à mon sens, aujourd'hui en France, n'est pas conforme à la législation européenne et ça doit bouger. Dans tous les cas, ça doit être faut clarifié. Nathan, Ça doit être clarifié. Nathan, Il faut légiférer. laissons parler Nathan qui n'a pas encore parlé. Pardon. J'aimerais bien connaître le regard de la France Insoumise, puisque vous êtes militant France Insoumise, Exact. sur le développement du cannabis thérapeutique. Alors au niveau du développement du cannabis thérapeutique, ça me semble évident qu'on est pour, parce que, comme ce qui a été dit, enfin, c'est plus approuvé maintenant. Le cannabis thérapeutique, il permet un certain nombre de bienfaits sur certaines pathologies. Aux États-Unis, on a quand même des seniors qui, bon, entre guillemets, hein, je le dis pour plaisanter, mais sont accros maintenant aux produits à base de CBD. Et donc voilà, Est-ce qu'on peut être accro d'ailleurs au CBD? Je me retrouve vers les professionnels. C'était pour plaisanter, hein, je précise. Mais moi, c'est une question que je pose C'est quand vrai même. qu'il y a des termes qu'on peut Ouais. difficilement utiliser. Aujourd'hui, c'est une question qui est à l'étude. L'OMS a dit il y a environ une année, sur un ton un petit peu politique, qu'elle ne voyait pas dans le CBD une substance qui puisse être à l'origine de phénomènes de dépendance comme le THC. Oui, parce que Et ça c'est se cette passe sur les mêmes position qui n'a récepteurs. pas été reprise pour l'instant En tout cas, ce qui en est clair, France c'est et qu'il qui a motivé Ouais. cette l'addiction création de à cette la commission. y a peut-être un manque de recherche, en tout cas. Non, Je non, crois parce qu'il y a, que Oui, il y a une tout à raison fait. pour ça. Je crois c'est que vous le- êtes tous c'est d'accord. que le THC et le CBD n'ont pas le même effet et au même endroit. Donc, c'est-à-dire que le CBD se fixe sur les récepteurs CB2 des cellules auto-immunitaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas situés ni dans le cerveau, ni dans cette région, ils sont situés ailleurs.
Ok, alors le problème aujourd'hui... Alors attendez, on va pas rentrer trop dans les détails, juste... Le problème de l'addiction, le problème lié au aujourd'hui, tabac aussi. le problème aujourd'hui, c'est que les professionnels sont un petit peu déchirés quand même sur les vertus aussi des produits du cannabis thérapeutique. Un exemple, le professeur Pierre Beaulieu, je ne sais pas si vous le connaissez autour de la table, c'est le directeur du département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur du centre hospitalier de l'Université de Montréal. C'est intéressant puisque là, il est canadien, on parle du Canada aujourd'hui beaucoup. C'est classique, on le ressort Il dit « souvent. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il y a des effets thérapeutiques intéressants. S'il y a quelques indications thérapeutiques, elles sont rares et elles ne sont pas de première ligne. » Et il poursuit en disant « Le cannabis a tendance à augmenter la tension artérielle, il peut donner des infarctus, ça a des effets sur la fonction cardiaque qui ne sont pas bons. Ce n'est pas anodin d'en donner. » Professeur ? C'est un discours qui est cohérent, c'est un discours qui est juste. Aujourd'hui, le CBD est une molécule dont on ne connaît pas tous les mécanismes d'action, dont on ne connaît pas tous les effets. Tout à l'heure, on ne disait pas d'effets psychotiques. Le CBD a des effets psychotiques. Et nous disions tout à l'heure, il est interdit de faire, de faire mention de ses vertus thérapeutiques. Si vous rentrez dans le premier coffee shop qui peut encore vendre du CBD, on va vous expliquer qu'il est anxiolytique, sédatif, relaxant. Et ça, c'est la traduction d'effets psychotiques de la molécule. Mais aujourd'hui, sur quelle maladie, alors pour les maladies, est-ce que le CBD est vraiment peut-être efficace a priori pour agir par rapport à ça, parce que c'est souvent qu'on en ressort cette phrase du professeur Beaulieu. De quelle manière, de quelle prise il parle? Comment il prend le cannabis? Comment c'est prescrit? Ce n'est pas marqué dans votre exemple que vous avez dit. Parce qu'effectivement, si c'est fumé, il faut savoir que, sur le reportage qu'on a vu tout à l'heure, prendre du cannabis thérapeutique en le fumant, c'est la plus mauvaise des manières. Parce qu'on le mélange fumer avec du tabac reste dangereux. aussi. C'est la combustion, qui est dangereuse. Fumer est dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire qu'on fume quoi que ce soit, du tabac, fumer est dangereux pour la santé. Le cannabis thérapeutique ne se prend pas. Professeur Donc de quelle manière? Mais on peut trouver une publication médicale, un médecin. Je vous donne une publication médicale sur le site de l'ANPA, Association nationale de prévention de l'addictologie et de l'écologie, où vous aurez d'autres professeurs qui vont vous dire le contraire. Nous rentrons là, quand on est dans la thérapie, vous pouvez trouver un médecin qui va faire une publication, un autre médecin qui peut faire le contraire. C'est ça, la médecine aujourd'hui, effectivement, comment... Donc il y a un vrai débat entre médecins, c'est ce qui motive une fois encore un comité d'experts aujourd'hui pour essayer de regarder froidement la situation. Pour revenir à ce que vous disiez, que vous mentionnez est important, l'interaction entre le THC et le CBD, elle n'est pas anodine. C'est pour ça que depuis le début, j'essaye d'insister lourdement sur le fait de ne pas parler de cannabis thérapeutique ou de cannabis à visée thérapeutique. Il faut comprendre à chaque fois de quoi on parle. THC et CBD ensemble, lorsqu'ils sont fumés, le CBD augmente les effets du THC. Quelqu'un qui fume du cannabis contenant beaucoup de CBD a plus d'effets associés du THC qu'il n'en aurait s'il n'y avait pas de CBD. C'est pour ça que cette molécule, on ne va pas faire un cours de pharmacologie et je ne suis pas là. Les effets, ils sont quand même dans le système nerveux central. Ils sont effectivement dans les cellules auto-immunes. Ces récepteurs sont également... En clair, là, je pense qu'on a perdu une partie peut-être de nos téléspectateurs. Non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est très important. Parce que c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Cette molécule agit dans le cerveau, comme le THC. Mais elle n'a pas cet effet de dépendance, comme là le cannabis. Ça, c'est la seule chose qui est aujourd'hui reconnue. Après... Aujourd'hui, les gens sont en train de regarder si objectivement les effets thérapeutiques existent, parce que malheureusement, la science ne peut pas reposer que sur l'existence de cas. Parfois, ça a servi dans l'histoire à faire avancer les choses, et parfois, c'était pas la bonne décision. Je suis pas là pour juger que ce soit la bonne décision ou pas. Je suis pas plus malin que les gens qui sont dans ce comité d'experts, ou je suis pas là pour parler en leur nom. Moi aussi, je peux raconter des anecdotes. Il y a 1 siècle et demi, on a promu l'usage de la cocaïne comme médicament cardiovasculaire. Au tout début. Sigmund Freud, un monsieur Moi, j'ai une anecdote aussi, c'est la reine Victoria qui soignait ses règles douloureuses avec le cannabis, tout à fait. Ce qui n'enlève à rien, comme je vous le dis, les vertus antalgiques de la substance, mais qui a ces côtés sombres dont nous n'avons pas encore parlé. Alors en tout cas, qu'on soit pour ou contre, la France pourrait s'ouvrir, peut-être comme nos voisins les Anglais, qui vont légaliser le cannabis thérapeutique le 1er novembre, pourrait s'ouvrir au cannabis à usage thérapeutique comme nos voisins anglais. C'est ce qu'avait déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, fin mai. Éric Correia, vous avez été reçu le 26 septembre à Matignon avec Jean-Baptiste Moreau, notre député creusois La République En Marche, pour défendre l'idée de faire de la Creuse un territoire expérimental pour développer le cannabis thérapeutique. On écoute Jean-Baptiste Moreau.
La ministre de la Santé a demandé une étude pour la fin de l'année sur la possibilité justement de légalisation du cannabis thérapeutique, sur les tenants, les aboutissants, quelles sont effectivement les conséquences, les dangers éventuels qu'il pourrait y avoir. Et maintenant, on essaye de voir avec le cabinet du Premier ministre, voir s'il y a la possibilité de débloquer ça, au moins à titre expérimental, sur un territoire où ça pourrait créer une vraie activité économique. Voilà, c'était le 26 septembre. Vous étiez avec Jean-Baptiste Moreau, Éric Correia. Confirme. Donc ça y est, tous les voyants sont au vert. Écoutez, il faut savoir qu'il y a un an, jour pour jour, aujourd'hui, nous étions reçus par Emmanuel Macron, président de la République, à l'Élysée, par rapport à ce plan particulier pour la Creuse et comment on redonne effectivement de la population à travers le développement économique sur notre territoire. C'est à cette occasion-là, en suivant, que j'ai fait cette proposition-là, qui a été rendue publique au mois de février 2018, et puis qui a engendré un buzz, si on peut dire, mais surtout un débat qui a commencé à naître. La ministre de la Santé était très opposée au début, puis le 24 mai, elle a fait une ouverture parce qu'effectivement, je l'avais dit que je ne vois pas pourquoi on pourrait autoriser aujourd'hui des médicaments qui sont issus des opiacés, de l'opium, et qu'on ne pourrait pas utiliser des médicaments issus de molécules du cannabis. Donc il faut, pour moi, aller vers cette voie-là. Donc elle a fait cette ouverture-là, le 24 mai, qui était un petit pas, mais à la fois une avancée. Et puis, le débat a continué. J'ai vu aussi le conseiller santé le fin juillet avec Jean-Baptiste Moreau de la ministre de la Santé. Nous avons discuté. Ça avance. Nous avons le conseiller santé maintenant du Premier ministre. Nous attendons maintenant de voir la présidence de la République. Mais effectivement, je pense que sur le cannabis thérapeutique, nous pouvons avancer parce que aujourd'hui, voilà, il y a aussi une réalité. La réalité d'abord des patients, c'est d'abord un projet humain. Nous avons besoin de cette molécule avec les précautions qui vont avec. On ne vient pas de trouver la molécule miracle, c'est très important. Par contre, nous estimons que nous en avons besoin dans la pharmacopée française aujourd'hui. De manière empirique, un certain nombre de patients se soignent et grâce à ça. J'ai des amis qui ont des scléroses en plaques qui n'utilisent plus que ça. Il faut quand même avoir une réalité. Quand vous êtes patient, et effectivement, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, quand son professeur en face de lui n'a pas les moyens de prescrire ça parce que c'est interdit en France, mais lui dit de vas-y, continue si ça te fait du bien. Mais je veux dire, on soigne des gens, on est dans l'humain. On est dans l'humain. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc après, avec votre ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure avec donc ces seniors américains. Bah justement, ils se rendent compte qu'il faut mieux pour eux prendre du cannabis thérapeutique plutôt que des dérivés, donc de l'opium avec des médicaments opiacés. Ensuite, pour juste une remarque par rapport à ce que disait Je n'oppose pas les Moreau. deux, oui. Très clair. On a besoin des opiacés aussi. Sur ce que disait monsieur Moreau, enfin, nous, on intéressé à l'ouverture au cannabis thérapeutique pour des raisons purement de santé, pour le coup, au-delà de toute visée économique. Il y a aussi une économie derrière. On va en parler, bien sûr, on va développer la partie économique. Non, parce que c'est une partie économique avec une partie médicale, parce que moi, je vois depuis que j'utilise le CBD avec même du CBN et du CBG. Donc, je fais un calcul au niveau des médicaments que je prenais, combien ça coûtait à la sécurité sociale. Donc, je suis passé à dire approximativement de 600 € à même pas 10 € par mois. Et en espaçant les examens et donc bien évidemment les consultations et ainsi de suite. Donc alors imaginez si vous multipliez donc tout d'abord nous on est de la Creuse, donc si ça se mettait en place tout d'abord un laboratoire en Creuse au niveau de la Creuse et après au niveau national, ça peut faire des économies à grande échelle vraiment phénoménales, quoi. Et au-delà de la santé, on va en reparler, mais il faut juste, excusez-moi, il faut juste qu'on avance un tout petit peu. Éric, si vous défendez effectivement l'idée de développer la filière du cannabis thérapeutique en Creuse, et comme l'a souligné aussi Jean-Baptiste Moreau, c'est aussi pour booster l'économie du territoire. Absolument. Avec un enjeu, offrir aux agriculteurs notamment un débouché, un nouveau débouché. Nous avions rencontré en juin dernier l'un des agriculteurs qui est particulièrement intéressé par cette problématique, reportage de Marielle Camp et Nicolas Chigot. Émergence Bio, son cul noir, sa ferme auberge et bientôt peut-être son cannabis thérapeutique. Pendant que les politiques réfléchissent, Joanie Chatou agit. Depuis une semaine, sa boutique propose toute une gamme de produits au CBD. Donc ça peut être pris sous forme de poudre, qu'on peut mettre par exemple dans des gâteaux, de l'huile essentielle, alors à différents dosages, sous forme de gélules pour les gens qui sont plus habitués au format médicament, et sinon du sirop, voilà. Une gamme à usage bien-être qui exclut la fleur pour éviter toute confusion avec la fumette, mais tout de même un pavé dans la mare pour faire avancer une législation un tantinet incohérente pour l'instant. C'est souvent parfois fait avec des fleurs qui sont produites en France par des agriculteurs, mais qui n'ont pas le droit de les transformer en France et qui sont expédiés dans des pays où c'est légalisé et ça revient sous forme de produits transformés. Donc il faut savoir que la marge se fait dans les pays étrangers et pas en France.
Joigny Chatou est l'un des premiers agriculteurs creusois à avoir pris position pour le cannabis thérapeutique. Son projet, prendre une longueur d'avance en montant sur son exploitation 1000 à 2000 mètres carrés de serre dédiés au CBD et avec ceci développer un centre de formation car on ne s'improvise pas producteur de cannabis thérapeutique. C'est quand même très technique comme production, beaucoup plus que le chanvre industriel ou le chanvre textile. Et je pense qu'il faut un minimum de formation. Et voilà, on ne peut pas demander une dérogation pour la Creuse si d'un autre côté on ne met pas en place une filière avec une formation à toutes les étapes, que ce soit sur la production, la transformation. Voilà, il faut vraiment qu'on soit crédible. Sa crainte, que cette manne soit comme aux États-Unis récupérée par l'industrie et échappe aux agriculteurs creusois. L'idée est bien de développer au plus vite une filière locale et haut de gamme. L'objectif, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer une filière à l'échelle humaine, à l'échelle environnementale aussi, que ce soit le maximum en agriculture biologique. Enfin voilà, c'est à tout ça qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut que ce soit une filière responsable. Prochaine étape, lancer un financement participatif pour espérer monter le projet d'ici début 2019, avec l'espoir de voir au plus vite sur le marché des produits au CBD 100% made in Creuse. Alors on comprend cet enjeu de développer une vraie filière notamment pour les agriculteurs en Creuse, territoire rural. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élevage. C'est la principale ressource des agriculteurs qui sont du coup aussi très dépendants, notamment des aides de la PAC. Ils seraient moins tributaires du coup de ces aides s'ils pouvaient se diversifier dans le chanvre thérapeutique. Éric Correia, c'est bien ça l'enjeu? Oui, l'enjeu effectivement, comment on permet un développement économique sur nos territoires et notamment dans la population agricole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui peuvent travailler 60-70 heures par semaine pour moins de 1 000 € par mois, voire encore beaucoup moins. Donc, est-ce qu'on les laisse crever, excusez-moi l'expression, mais qui est celle-ci? Est-ce qu'on les laisse crever tout doucement, on les aide pas? Est-ce qu'on laisse des territoires ruraux complètement à l'abandon? La question, c'est aussi celle-ci. Et le sens de ma proposition, comme je l'ai dit, elle était d'abord humaine. Il ne faut pas oublier effectivement les patients qui aujourd'hui ont besoin de cette molécule pour pouvoir se soigner, entre autres, mais elle est aussi économique. Un agriculteur, je vous donne un exemple, un hectare de blé a un rapport à peu près aujourd'hui de 300 hectares. On a un retour de 300 € hectare sur le blé. Avec le cannabis thérapeutique, on peut monter minimum jusqu'à 2500, à partir de 2500. Donc, alors, autoriser effectivement la production. Notre idée, c'est comment on autorise un certain nombre de plants, là aussi, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la plante, la molécule est très riche, le cannabis, mais il y a des plants complètement différents. Donc, on sélectionne un type de plant. Et comment on permet à nos agriculteurs de développer toute une filière autour de ça et d'avoir des revenus décents sans soutien de l'Europe. Au-delà d'une filière, ça pourrait être aussi légaliser le cannabis thérapeutique ou même le cannabis de façon générale. Donc, ça pourrait être une manne financière inespérée. Ouais. Certaines études parlent de plus d'1 milliard d'euros de recettes fiscales par an pour l'État français. On est au-delà de ça. Même au-delà de ça, il y a différentes études, différents chiffres. Éric Correia, quand on entend ça, est-ce que l'homme politique prend-il le pas sur l'homme, l'infirmier ? Mais c'est les deux, je ne dissocie pas. Mon métier, c'est infirmier anesthésiste, encore une fois, et j'ai un engagement en tant qu'élu, et j'ai un engagement pour mon territoire. Mon métier, j'existe sur mon territoire, mon engagement d'élu aussi. J'ai le souci de la Creuse et comment on développe ce territoire qui est absolument magnifique, avec une qualité de vie superbe. Et d'ailleurs, on souhaite développer le chanvre thérapeutique, ou le cannabis thérapeutique, c'est son nom scientifique, biologique aussi, ça aussi c'est important. Donc, Éric Maroc, je me retourne vers vous, le policier que vous êtes. Est-ce que vous ne redoutez pas des conséquences peut-être si jamais la Creuse devenait la plaque tournante du chanvre thérapeutique en France? Est-ce que ce serait du coup peut-être ça pourrait faciliter certains trafics? Pour le moins, ma position est particulièrement inconfortable dans ce débat, puisque Monsieur c'est comme si on discutait de la viande avec un vegan, vous voyez. C'est ça. Ça me rappelle un certain débat il y a 3 semaines. Monsieur Correa veut implanter des fermes de production de cannabis à grande échelle. Pas forcément à grande échelle. Oui, enfin, pour développer le cannabis, on va dire thérapeutique, j'entends, il faudra aussi très vite prendre en compte la sécurité de ces exploitations, l'extraction du CBD. Puisque moi, j'ai du mal, moi je suis que policier, mais entre le CBD et le THC, la frontière est très ténue, oui. Et donc, et puis en plus, moi dans mon côté de policier, on peut pas dire que la légalisation du cannabis, même à vertu thérapeutique, viendra mettre un coup d'arrêt à tous les trafics. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Là. Éric Maroc, on reviendra sur le quotidien aussi, avec un reportage notamment de vos collègues des STUP. On reviendra sur le quotidien aussi et la lutte contre les différents trafics. Je voudrais juste recentrer un petit peu le débat sur les effets du cannabis, notamment sur
sur le THC, même si vous n'en parlez pas, si vous parlez beaucoup du CBD, le THC, il influe, c'est un perturbateur central sur le comportement, sur la somnolence, sur la vision. À quel taux? À quel taux vous n'avez pas non plus donné de taux sur le CBD. Si, vous n'avez pas écouté l'émission. Et à 0,2 de THC, malheureusement, monsieur, si vous avez un accident de la route, vous aurez des traces de THC dans le sang. Non. Oui, mais Alors qu'est-ce que vous faites justement quand vous prenez... Attendez, juste Jean-Baptiste. C'est stupéfiant que je prendrais si je le prenais pas, si je prenais d'oxycodone, par exemple. Je ne vous ai pas attaqué. Je fais juste une constatation. C'est juste que je vous dis. Une constatation. Qu'est-ce qui se passe justement, Eric? Dites-nous, expliquez-nous, si quelqu'un est au volant et contrôlé positif au cannabis thérapeutique, ça n'existe pas dans le code pénal, le cannabis thérapeutique. Mais non, ça je vais pas. laisser le professeur nous éclairer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Doser le CBD est pour l'heure réservé à un nombre très restreint de laboratoires. Pour continuer peut-être, et juste une fois encore, sans que ça ne remette en cause ce que nous discutons, il y a un moment aussi, il faut que les gens comprennent pourquoi il y a toujours des freins. Et c'est pour ça que depuis le début, nous essayons d'insister, de faire la différence entre le cannabis et ce cannabis thérapeutique. Le cannabis, THC, on ne peut pas nier les effets délétères de la substance. Monsieur peut être en première ligne pour tous les accidents de la voie publique, la conduite automobile. Moi, je fais environ 1200, 1500 dossiers par an sur le seul CHU de Limoges, qui concerne la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, pour des conducteurs pris avec l'usage de cannabis. Aujourd'hui, 90% d'entre eux sont pris alors qu'ils sont sous l'influence de la substance. Pas qu'ils sont consommateurs, mais qu'ils sont sous l'influence de la substance. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? Ce chiffre, il veut dire que le cannabis usage récréatif, c'est terminé. Ça existe toujours, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dépendants à la molécule. Lorsque vous avez des gens qui sont attrapés par monsieur à 17h le soir, au volant, et qu'avec le prélèvement salivaire qui va finir au laboratoire, ils sont positifs au cannabis, ça ne veut pas dire qu'ils ont fumé la veille, ça ne veut pas dire qu'ils ont fumé l'avant-veille, ça veut dire qu'ils ont fumé dans la journée ou qu'ils ont fumé en sortant du travail. Ça traduit une dépendance. Ça, c'est un des effets délétères de la substance qui est addictogène, comme on dit. Vous devenez une dépendance à quoi? Au THC ou au tabac? Au THC. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, oui. Oui, je veux bien faire un cours de pharmacotoxico, oui. La substance on n'a malheureusement pas le temps. Non, on n'a malheureusement pas le temps et c'est pas là. Et voilà, après, pour les phases sombres qui motivent les freins et qui font réfléchir les gens, et c'est sans avoir un discours alarmiste, beaucoup d'études montrent que la consommation régulière de cannabis expose les gens à des modifications neuronales, des modifications dans le cerveau qui sont importantes. On a longtemps dit que fumer du cannabis, chez les gens prédisposés, favorisait la survenue de schizophrènes. Aujourd'hui, ce que l'on a vu, c'est que la fumer régulièrement du cannabis entraîne des dommages dans le cerveau qui ressemblent aux imageries à ceux des schizophrènes. C'est une nuance extrêmement importante. C'est une nuance. C'est ce qui freine. Une fois encore, on peut tenir un discours et tenir un second discours. Je ne parle pas de cannabis thérapeutique, mais j'explique pourquoi le cannabis aujourd'hui, et lorsque l'on parle de cannabis au sens large, il y a forcément des gens qui freinent des cas de fer. Parce qu'il y a cette face sombre que l'on ne peut pas mettre sous le tapis pour faire passer une autre idée. Alors, je vous poserai une question d'ailleurs sur aussi peut-être des études qui ont été faites dans des pays où le cannabis thérapeutique est légalisé. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un état des lieux des pays où le cannabis thérapeutique et récréatif sont autorisés. État des lieux auxquels il faut évidemment aujourd'hui rajouter le Canada. Jérôme Pipro, écoutez. Il faudrait presque un guide touristique pour que le voyageur amateur de cannabis sache à quoi s'attendre. La carte mondiale de l'usage thérapeutique ou de la légalisation totale ou partielle est en effet assez complexe et on se rend compte que sur la planète, les mentalités divergent en fonction des continents. Les plus avancés sont les États-Unis. Dans 8 États, l'usage du cannabis de manière thérapeutique ou récréatif est libre. Dans le Colorado, par exemple, depuis 2012, la marijuana est devenue accessible. 350 magasins sont accrédités et vendent dans des quantités limitées. L'usage récréatif est autorisé dans un espace privé. Toutes les plantations sont recensées dans un fichier. Ce commerce a permis la création de 18 000 emplois. Des centaines de millions d'euros sont aussi récupérés par l'État. La légalisation de l'usage thérapeutique touche, elle, beaucoup plus de pays.
Il est intéressant de voir que c'est le cas dans pratiquement toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, sauf au Brésil, et dans quelques pays d'Asie ou d'Océanie comme l'Australie ou les Philippines. En Europe, cet usage thérapeutique creuse son sillon avec une législation de plus en plus souple. En Afrique, par contre, pas un seul pays n'a légiféré sur l'usage du cannabis. Il est complètement interdit. C'est aussi le cas dans une grande majorité des pays asiatiques et du Moyen-Orient. Et c'est dans cette catégorie que se trouve aujourd'hui la France. Mais pour combien de temps encore ? Sur l'Afrique. Et depuis ce mercredi 17 octobre, on peut donc rajouter le Canada, qui est le deuxième pays à franchir le pas, après l'Uruguay en 2013, à légaliser la production, la distribution et l'usage du cannabis, le premier au sein du G7. Alors je vous écoutais, vous aviez envie de réagir, Éric Correia. Non, sur l'Afrique, il y a 2 ou 3 pays africains qui effectivement ont déjà légiféré. Si c'est possible, j'aimerais juste rebondir justement sur ce que disait le professeur Saint-Marcoux. Je crois que personne ne veut rien mettre sous le tapis. C'est bien justement ça la demande. C'est-à-dire qu'on soulève le tapis et que pour cela, on permette à un moment donné une expérimentation, c'est ce qu'on demande en Creuse, pour que des scientifiques, des juristes, etc. se posent clairement sur la question et analysent tout ça. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans une démarche, encore une fois, de médicaments, ça obéit à un certain nombre de règles. On ne va pas donner à tout le monde du cannabis thérapeutique comme ça. Il y aura une prescription médicale, il y aura un suivi, et donc ça, effectivement, ça doit être organisé. Quand on parle du Canada aujourd'hui, qui autorise aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il le prépare avec des codes, avec des procédures, avec des règles. Avec encore une fois des professionnels qui sont partagés, puisque l'Association médicale canadienne met en garde contre une hausse de l'usage du cannabis. Cela devrait entraîner des problèmes, au moins chez un consommateur adulte sur 3 et une dépendance chez un utilisateur sur 10, avec un risque plus élevé chez les jeunes. C'est aussi vos propos, professeur, c'est ce que, en préparant l'émission, c'est ce que vous m'aviez dit. C'est là où sont les craintes. C'est là où sont les craintes. Et vous savez pourquoi le Québec a légalisé ? Pourquoi Justine Trudeau a proposé ça ? Est-ce que vous savez quelle est la motivation ? Dites-nous. En termes de santé publique et pour la prévention des jeunes. C'est ça, la motivation aujourd'hui de la légalisation totale du cannabis au Québec. Alors les jeunes, justement, on a la chance d'avoir un jeune quand même sur ce plateau. C'est un pari. Nathan, vous êtes jeune autour de la table, effectivement. Vous avez peut-être ce regard que nous, on a perdu. Qu'est-ce qui se passe au niveau des jeunes autour de vous à l'université ? Est-ce qu'il y a une banalisation du cannabis ? Non, une banalisation, je dirais pas ça. Par contre, c'est régulier, c'est courant d'en croiser. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai déjà vu ça plusieurs fois en soirée, et si on sort un petit peu, on finit toujours par le croiser. Mais un jeune sur 2 de 17 ans a déjà expérimenté le cannabis en France. Et parmi les 14-16 ans, la proportion de Français est la plus élevée parmi les pays d'Europe. Et en Nouvelle-Aquitaine, les jeunes fument plus. Ça fait partie des 3 régions où les jeunes fument le plus. C'est pour ça qu'actuellement, la législation française et la politique française en vigueur actuellement, elle est totalement hypocrite, parce qu'on interdit le cannabis, et pourtant, on est le pays qui en consomme le plus, selon le nombre d'habitants. Donc c'est totalement hypocrite. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut totalement changer de paradigme et dire, voilà, mine de rien, il y a 11,1% de personnes qui ont récemment fait usage du cannabis. Et donc, par conséquent, il faut le légaliser, parce que ça permettrait déjà de mettre à sac une économie parallèle qui gangrène aussi les banlieues. Et donc... Absolument pas. Alors, Éric Maroc, vous voulez réagir ? La banalisation du cannabis. En l'occurrence, il y a une dépendance économique du cannabis. Est-ce que la banalisation sur le terrain, vous le voyez au quotidien ? Oui, la banalisation, elle est plus que constatée. Tous les jours, en France, des milliers de personnes sont interpellées pour au minimum pour des détentions de produits stupéfiants ou de consommation de produits stupéfiants. Quand j'entends notre ami dire que si on légalise le cannabis, on mettra à sac l'organisation des cités... Il faut voir comment ça s'organise. Après, nous, ce qu'on veut, c'est mettre un monopole d'État. Juste un petit peu l'avantage d'avoir travaillé dans ce domaine et de maîtriser ce sujet. Je me suis pas trop interposé dans le CBD et le THC, mais là, sur le fait sociétal du trafic de cannabis, je peux vous dire que si on légalise le cannabis, il y aura des taxes. Je vais pas vous faire un cours d'économie, moi, mais je vais vous parler un peu de sécurité publique. Il est sûr que les trafiquants contourneront la législation et continueront par leur voie d'accès de cannabis qui arrivera d'Hollande, Mais vous savez, il ne s'agit pas de libéraliser. Éric Maroc, par rapport à la banalisation, est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent, qui consomment du cannabis ? Oui.
Beaucoup. Et malheureusement, pour nous, c'est un phénomène... Des moins jeunes, hein. Pas forcément des jeunes. On écoute Éric Maroc. C'est un phénomène qui, nous, dans notre cœur de métier de policier, on est confronté tous les jours parce que derrière le trafic et la consommation de cannabis, il y a aussi tous les dérivés néfastes du cannabis dans l'économie. Donc, explosion des cambriolages, explosion des vols à l'arraché, explosion des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes. Tout ça, ça mobilise les policiers. Et tout ça, je ne peux pas entendre que de légaliser le cannabis. Alors pour aller plus loin, on va s'intéresser au travail que vous faites, vous et vos collègues sur le terrain. C'est une lutte effectivement permanente de la police, le trafic de stupéfiants. La brigade de stupéfiants de la direction de la sécurité publique de la Haute-Vienne est en charge d'un nombre croissant de cas de consommation et de vente de stupéfiants. On parle là pas seulement du cannabis. Exceptionnellement, elle a permis à l'une de nos équipes d'assister à une garde à vue. C'est assez exceptionnel, ce qui explique l'anonymat, bien sûr, des policiers comme de la personne interpellée. Reportage tout de suite d'Isabelle Rio et de Maxence Regnault. Regardez. Déjà 24 heures de garde à vue, elle pourra durer 96 heures. Il pèse le gramme avant de te le vendre pour te montrer qu'il y a 1 gramme. Comment ça se passe? T'as pas de balance, toi? L'homme interrogé a été interpellé en flagrant délit d'achat d'héroïne. Son fournisseur est également auditionné dans le bureau d'à côté. On se rejoint sur place. En général, c'est toi qui arrives avant lui. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes étaient sous écoute téléphonique. Conversation, filature, photographie, le dossier est déjà bien fourni. Le policier cherche à comparer les déclarations avec les constatations de l'enquête. Me dis pas, je vois pas. L'acquisition, la détention, la consommation, le transport de stupéfiants sont interdits par la loi. En cultiver aussi. C'est le cas ici. Lors de la perquisition au domicile, les policiers ont découvert 5 pieds de cannabis plantés dans le jardin. Depuis 3-4 ans, les gens se sont mis à acheter des graines qu'on peut trouver facilement sur Internet. Tout comme le bio, le fumet bio est aussi entré dans notre alimentation. Ça a eu un impact sur les fumeurs qui préfèrent fumer de l'herbe directement plutôt que de la résine, où on a rajouté tout un tas de produits qui sont plus nocifs pour la santé. Les policiers ont vu aussi une évolution de la nature des stupéfiants utilisés. C'est vrai que pendant longtemps, on est resté surtout focalisé sur le cannabis, qui était la matière principale, qui est toujours vendu de manière entre guillemets constante. On n'a pas constaté d'évolution à ce niveau-là. Et c'est vrai que par contre, on assiste à une évolution qui est celle de la revente maintenant d'autres types de produits sur Limoges, de la cocaïne, de l'héroïne également, probablement par une diversification de la demande aussi. Aux enquêtes de fond pour démanteler les réseaux s'ajoutent aussi les flagrances constatées parfois lors des contrôles routiers. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer à ce débat via nos réseaux sociaux, les pages Facebook de France 3, Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes, et via Twitter avec le hashtag Noah. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages ou à poser des questions. Alors, après ce reportage, j'ai envie qu'on remette bien les bases avec Éric Maroc, notre policier autour de la table. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque si on fume un joint ? Aujourd'hui, si on fume un joint, on est en infraction, donc on est interpellé, on est ramené devant l'officier de police judiciaire qui vous auditionne. Il y a une saisie du produit. Si c'est à pied, on va dire qu'on est dans le cas le plus simple. Hein. Si c'est à pied, le contrevenant va être auditionné, l'OPJ va aviser le procureur de la République et il y aura une décision de justice. Donc les décisions de justice sont dans les premiers temps, éducative. On a recours à des stages, à des obligations de soins, à une remise aux parents quand ils sont Mais parce mineurs. que sur le papier, juste, on risque quand même, c'est ce que j'ai lu, on risque Détention 1 an d'emprisonnement et puis 3 750 euros d'amende. Alors ça, c'est sur le papier, c'est jamais appliqué. Bien sûr que non. Non, c'est jamais appliqué. Et c'est, pour nous policiers, l'un des premiers freins à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, il faudrait plus appliquer la loi, déjà, telle qu'elle existe aujourd'hui ? Alors moi, je suis policier, je ne suis pas magistrat, mais effectivement, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la détention, si elle était punie sévèrement, et que si on faisait peur, on jugulerait certainement le trafic de stupéfiants. Ah non. Oui, professeur, il y a une autre voie. La répression, c'est une chose, ça marche. Et
comme tout le monde va le constater, ça a ses limites. Pour rebondir, et je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de ce qui était le sujet ce soir sur le cannabis thérapeutique. On parle du cannabis, pas que du cannabis thérapeutique ce soir. Parce que la drogue serait très diffuse dans le pays, parce que les gens consommeraient, alors, comme on dit dans les campagnes, en tout cas on le dit en Haute-Corrèze, je ne sais pas si on le dit en Creuse, ce serait être courageux comme un âne qui recule. Oui, et de dire, voilà, plus que la drogue est là, baissons les bras. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire passer quelques bribes d'informations. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tous les effets néfastes de la consommation. Tomber dans l'addiction, les échecs scolaires, ce que l'on appelle le syndrome amotivationnel cannabique, celui qui ne sort plus de chez lui, qui ne fait plus rien, qui est devenu asocial, les troubles psychiatriques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça passe aussi par l'éducation de la population, au-delà de la répression, faire comprendre les risques, et notamment les risques qui sont majeurs chez les plus jeunes. Plus les gens commencent à consommer jeunes, plus les dégâts sont importants. Je voudrais quand même revenir Juste une précision, concernant la police nationale, on intervient dans les collèges, on fait de la formation, on fait de la prévention sur le cannabis. On ne fait pas que de la répression. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une politique de répression en France, mais qui semble, vous êtes d'accord, qui semble être un échec au vu des différents chiffres et études. On est le pays en Europe où il y a le plus de consommation. Alors ne faut-il pas changer les choses quand on voit ces chiffres-là? Nathan, vous vouliez effectivement, vous avez commencé à aborder ce sujet-là. C'est exactement ça. Il faut regarder aussi l'exemple du Portugal. Là-bas, ils ont légalisé toutes les drogues et ils ont l'un des taux les plus faibles en Europe de consommateurs de cannabis. On est à 2,7%. En France, on est donc à 11,1% si on regarde les chiffres des Nations Unies. Il faut une exception à la règle. Tous les États, les États je ne suis pas certain qu'au Portugal, il y a. Alors, on écoute juste le professeur parce qu'effectivement, de nombreuses études tentent j'ai entendu parler du Colorado à démontrer l'inverse. C'est la contre-réponse à cela. Une fois encore, j'ai pas la vérité et la science infuse. Ce qui s'est passé au Colorado, c'est une fois la légalisation de la substance, plus de consommateurs, des produits plus chargés, parce que ça devient une Si je vous vois hocher de la tête. J'ai pas les mêmes chiffres. Il faut ensuite regarder comment c'est mis en place. Baisse de consommation chez les jeunes, augmentation chez les adultes. Et augmentation de la teneur des produits, augmentation du nombre d'accidents sur la route, augmentation du nombre de consultations pour troubles mais pas dans l'État de Washington qui a la même législation. Et vous savez pourquoi ? Dans le Colorado. Et vous savez pourquoi ? Pas dans l'État de Washington. Parce que l'État de Washington a mis en place un registre avec les patients qui s'inscrivent, on sait ce qu'ils ont pris, délivré, etc. Et là, on est dans la même législation, sauf qu'en plus, il y a un contrôle. Il y a un cadre. Dans l'État de Washington. Et donc, baisse. Moi, je suis pour le cannabis thérapeutique, avec derrière des procédures, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Des protocoles, un registre des patients, etc., etc. Qu'on soit très clair. J'aimerais juste dire quand même, rebondir, quand même par rapport à quelque chose. Monsieur est policier. Oui. On ne peut pas lui demander autre chose que d'appliquer la loi. Donc il faut. Merci. Là-dessus, il est dans son rôle. Aussi quand même dire, parce qu'on est suivi, quand on parle de stupéfiants, monsieur parle de toutes les drogues. De toutes les drogues. Cocaïne, héroïne, tout ça. Donc c'est aussi important à préciser pour être très clair par rapport aux gens qui nous entendent. En ce qui concerne le cannabis, quand même, nous sommes le pays le plus répressif en Europe et nous sommes le pays où il y a le plus de consommateurs. Ça fait 20 ans que ce sont des échecs des politiques publiques en matière de santé. Donc il y a quelque chose à faire. Et si monsieur doit changer son travail, c'est pas à lui, c'est au législateur c'est ce que dit de le faire. Également le professeur Nicolas Simon, que l'on écoute tout de suite. Il était chez nos confrères de France 3 Marseille, c'était en juin dernier. Écoutez-le. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'interdiction tout azimut, c'est la prohibition, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la France, elle est championne d'Europe de consommation de cannabis. Donc il faut faire autre chose. Quand quelque chose ne marche pas, il faut tester autre chose. Et quand on ne contrôle pas, il y a des marchés illicites, il y a des produits qui circulent, qui ne sont absolument pas contrôlés, et là, ça devient un vrai problème. Donc légaliser, ça permettrait, par exemple, effectivement, d'avoir des laboratoires de contrôle pour vérifier un petit peu quels sont les produits qui circulent, et puis encadrer ça, à qui on vend, comment, quelle concentration de produits, etc. Exactement. Éric Maroc, vous craignez, je crois, un glissement du trafic. Si jamais le trafic de cannabis devait réduire, puisque avec une légalisation du cannabis, ça veut dire pour vous peut-être d'autres trafics qui prendraient la place de celui du cannabis ? Bien entendu, je vais essayer
de vous alerter sur le débat de la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, en France, on a des cités, vous avez vu les images dernièrement, où des gangs et où l'ensemble de la cité est impliqué dans les trafics de stupéfiants. Alors le cannabis en particulier, je vais vous citer la région de Marseille. Marseille, où on voit des convois arriver avec des kalachnikovs. On parle de kalachnikovs, on parle plus de thérapeutique. Des cités entières, des pans entiers de population sont sous l'influence néfaste du trafic de cannabis. Nos policiers, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'est pas assez nombreux, et là on va rentrer dans un autre débat. Mais je ne peux pas entendre que la légalisation du cannabis, attention, moi je ne parle pas de cannabis thérapeutique, le code pénal ne fait pas la différence. Oui. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait, oui. Et je parle également des drogues. Oui, si on légalise le cannabis, les trafiquants vont changer leurs produits. Hein. Ils vont passer sur de la cocaïne, sur de l'héroïne, sur des opiacés, sur d'autres choses. Mais ils continueront en plus à aller chercher des taux de cannabis supérieurs à ce qu'on aura normé ou réglementé. Et j'arrive à trouver un point d'accord avec M. Correa. Si le cannabis thérapeutique est légalement encadré, réglementairement, que les patients soient répertoriés et qu'ils soient tous mis en garde dans un protocole carré, il n'y aura plus de débat comme ce soir. Nathan, Je voudrais simplement faire une précision sur ce que j'ai dit avant. Quand je parle de légaliser le cannabis, il ne s'agit pas de dire cannabis au bon lait de brebis, et puis comme ça. Non, mais c'est vrai, il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire, mais voilà, maintenant, on va avoir une production de cannabis qui sera encadrée par l'État, où justement, on évitera d'avoir des produits avec des taux de THC qui sont juste là, au-delà du néfaste encore pour la santé, mais au moins ce sera contrôlé par l'État. Je ne parle pas de libéralisation, comme le disait M. Koenig, je crois, qui est un gros philosophe libéral, qui lui voulait faire des trafiquants de drogue, des start-upers. C'est pas du tout mon propos. C'est absolument pas mon propos. Et, je ne sais pas si ensuite, Gaspard Koenig voulait faire ça. Ouais, c'est quand même il vous reste à vous mettre au travail. La police ne sera pas un obstacle dès lors que vous porterez des projets réglementés. Nonobstant la cigarette qui fait rire, voilà. C'est bien en termes législatifs que ça doit se passer. Je pense surtout aux malades et de mon côté, penser à mes collègues qui travaillent dans parce que j'estime qu'on connaît plusieurs centaines milliers de patients en France. On sait qu'on attend que ça, parce qu'on sait que seraient des bénéfices au niveau de la santé, au niveau du confort, au niveau de l'entourage des patients, au niveau de l'entourage des patients, au niveau de tout. Alors, on autorise donc de la drogue très très dure en médicaments, donc pourquoi pas aller sur des... Vous pouvez conduire avec de la morphine, c'est autorisé. Oui. Or, la morphine qui est un dérivé quand on parle des... La morphine qui est un dérivé c'est des dérivés de l'opium. Je passe pas, monsieur. Alors là, arrêtez, s'il vous plaît. Bien sûr que si. Vous avez une boîte, vous avez du tramadol, c'est un tramadol. On a déjà pris, dérivé de l'opium, etc. Il y a la petite voiture jaune ou rouge, mais vous pouvez conduire. Quand on parle de produits psychotropes, j'aimerais aussi une bonne fois pour toutes qu'on arrête la mauvaise foi, d'accord ? Et notamment par rapport aux jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes de 15-16 ans qui ont une consommation d'alcool très, très forte. C'est pas psychotrope, l'alcool ? Mais si. Professeur, je crois que vous voulez réagir parce que je crois que ça vous fait un peu d'alcool. La consommation d'alcool n'a aucun effet sur les accidentés de la route ? Aucun ? Ça n'existe pas ? Professeur, de grâce. Et on va conclure. Professeur, un petit mot de conclusion. Je rappelle qu'aujourd'hui... Non, Éric Correa, laissez parler le professeur. Je n'ai rien entendu de faux. L'alcool est un psychotrope. La morphine est un psychotrope. Conduire en ayant consommé de la morphine est délétère. Conduire en ayant consommé de l'alcool, c'est délétère, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors, on peut faire des procédures. Monsieur les connaît mieux que moi, mais moi, je passe mes journées à faire des dossiers comme ça où on me demande de doser les psychotropes et c'est des réponses qui sont données au juge et qui sont mentionnés dans les dossiers lorsque les gens sont sous opiacés. Bref, on ne va pas ergoter là-dessus. Surtout qu'on n'a plus que quelques secondes, donc vraiment très vite, une conclusion. Ma conclusion, j'aimerais réinsister là-dessus, ne pas confondre le cannabis et la légalisation du cannabis dont on a parlé. Aujourd'hui, il y aura toujours un frein et il y a des aspects de cette molécule que l'on ne peut pas nier. J'ai essayé de les mentionner, je ne vais pas les répéter, mais c'est une réalité. Et peut-être que la consommation du cannabis... La consommation de cannabis baisserait par l'éducation de la population. Tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes avec le cannabis.
vous allez rencontrer, tout le monde va vous dire, je connais tel ado qui a un problème avec le cannabis. Le cannabis thérapeutique, c'est autre chose. Un petit mot de conclusion. Aujourd'hui, les scientifiques Oui, Eric. que je représente, on va dire, ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Les plus autres autorités françaises aujourd'hui ont lancé quelque chose pour vraiment objectiver la possibilité de mettre le cannabis thérapeutique. Vous avez 10 secondes, Éric Maroc, pour conclure. Attention, je ne suis pas contre la légalisation du cannabis thérapeutique. Attention à ne pas faire la promotion de la légalisation du cannabis au sens général du terme. Pensez à nos Je jeunes. voudrais dire que... C'est pas le débat. Alors, Rappelez que le débat, on est en train de conclure, le débat est messieurs, international. s'il vous plaît. Ne limitons pas ça à un débat franco-français, parce que sinon on ne sortira jamais. Éric, un petit... Oui. Non, Vous avez mais fini, c'est bon. j'ai terminé pour moi. Voilà, Éric Oreillard. ne limitons pas ça à un débat franco-français, notamment en termes scientifiques. Les Israéliens sont très bons, les Américains aussi, les Anglais. C'est international. Si on reste franco-français, on n'avancera jamais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir... Nathan, un dernier petit mot. Non, juste un dernier petit mot, mais quand je parle aussi de légalisation du cannabis à usage récréatif, il s'agit aussi pour des enjeux de santé. On ne va pas nier qu'il y a des effets psychotropes, on ne va pas nier les effets psychotropes du THC. Merci beaucoup, Nathan. Je suis désolée, je vous coupe. On a vraiment... il faudra encore 1 heure de débat pour parler du cannabis. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous mercredi prochain, 21h, Disputandum depuis Poitiers sur les éoliennes, énergie verte ou verrues dans les paysages. Merci aussi à toute l'équipe sur le plateau et en régie. Et nous, en tant que patients, on attend. Merci. Raoul